Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Trèfle. Vincent pour vous accompagner pour cet épisode focus sur Brad Stevens. Ce podcast nous tient particulièrement à cœur car ce monsieur fait partie des têtes d'affiche de notre franchise depuis qu'on la suit assidûment. Pour ce faire, je suis accompagné ce soir de deux acolytes. Tout d'abord, Elias. Comment vas-tu, Elias ? Salut. Ça va bien. La saison commence pas super bien, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc ça va. Très content de parler de Steven. Ça faisait longtemps qu'on y avait réfléchi à cet épisode, donc on le fait enfin, c'est cool. Ouais, c'est cool. Je pense qu'on est tous très fans de lui au trèfle, donc ça fait bien plaisir de pouvoir retracer un peu toute sa carrière. Et on accueille également Hugo. Comment ça va, Hugo ? Salut Vincent, salut Elias et salut à tous nos éditeurs. Écoute, ça va. Comme Elias, très content de pouvoir faire ce podcast qui est dans les cartons depuis un petit moment. Donc très content de pouvoir en parler avec vous en tout cas. Alors les gars, on va essayer de retracer la carrière de Brad Stevens chronologiquement à travers 10 moments marquants de sa carrière de coach et puis de general manager. Donc ça pourrait être des périodes, des moves, des séries, des années, des saisons entières. On va essayer de retracer tout ce qu'il a fait pour nous et même un petit peu avant. Donc on va pas discuter sans s'étendre avant de se lancer. On va attaquer directement par son passage à la fac de Butler. Car avant d'être engagé par Danny Ainge pour prendre le coaching des Boston Celtics, il a fait un passage remarqué à la fac de Butler entre 2007 et 2013. Et cette petite fac qui avait pas forcément beaucoup de résultats, Brad Stevens il a amené très très haut. Je vais juste donner 2-3 chiffres pour vous donner l'étendue de son travail. En 215 matchs initiés, il y a 166 victoires et 49 défaites, 77% de victoires. Il a été 5 fois la March Madness et 2 fois en finale NCAA, donc c'est déjà un palmarès en si peu d'années assez prometteur, j'ai envie de dire, et je vais passer la parole tout de suite à Hugo qui va nous en dire un petit peu plus sur le coach Brad Stevens de NCAA. Alors par où commencer sinon dire que là même à l'heure actuelle, donc en 2024, je suis encore traumatisé par la défaite donc de Butler en 2010 au match en finale nationale contre Duke. Match absolument sensationnel pour une équipe qui était, on va le dire, sensationnelle. C'est simple, tu l'as un peu dit Vincent, mais Butler c'est une université qui est située au fin fond de l'Indiana, qui clairement n'attire pas les recrues majeures pour expliquer à ceux qui suivraient pas trop le college basketball, grosso modo, il y a souvent deux écoles, soit certaines facs qui misent beaucoup sur des jeunes talents, des jeunes très attendus, à l'image par exemple de Duke cette année, pour faire un petit peu d'actualité, qui a misé sur des jeunes très talentueux comme Cooper Flag. Butler, c'est en fait tout l'opposé. C'est une fac qui n'attire pas les gros joueurs, et en fait, ces joueurs, elle doit les construire. Ok. Elle doit les construire et le meilleur exemple de ça, c'est un certain Gordon Hayward qu'on connaît bien évidemment à Boston, qui a été un pur produit de Butler. Il est resté que 2 ans, entre guillemets que 2 ans, mais quelles années en fait de Gordon Hayward à Butler, qui a été absolument sensationnel, et comme un symbole en fait. La carrière de Gordon Hayward et donc de Brad Stevens à Butler, elle est un peu à l'image, pour faire un parallèle NBA en fait, pour ceux qui ne suivraient pas du tout la NCAA, elle est à l'image en fait de la carrière de Gordon Hayward en NBA. Ça passe souvent très près, mais c'est jamais allé au bout en fait, souvent à cause de blessures ou de malchance. Et là, je vous invite à taper Gordon Hayward Missed Buzzer Beater NCAA Championship, vous comprendrez. Donc il doit prendre un jumper du milieu de terrain et ça passe à, on va dire,
2 centimètres de rentrée et d'offrir probablement un des plus gros exploits de l'histoire du college basketball en offrant le titre à Butler. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, en fait pour aller jusqu'à March Madness, donc là je parle vraiment de la saison 2010, ils referont le même exploit l'année d'après, c'est encore même peut-être un plus gros exploit, j'y viendrai juste après. Mais pour parler de ça en fait, il faut savoir que pour se hisser jusqu'en finale NCAA, Butler a quand même sorti donc Syracuse qui était la tête de série numéro 1, clairement l'équipe à battre cette année-là, c'était probablement le grand favori Syracuse. Et en fait, ce Butler-là, alors moi je parle en tant que jeune fan à l'époque, hein, j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça, et je commençais en fait à suivre le college basketball parce que j'en entendais parler sur certains forums, etc. Et en fait, il y avait quelqu'un d'un forum qui m'avait parlé de cette équipe qui sortait d'absolument nulle part avec un jeune coach, un petit brin, etc. Mais avec un jeu très particulier, très à l'européenne, etc. Et j'ai regardé, en fait, je suis tombé amoureux de ce Butler. Et en fait, le jour où ils ont tapé Syracuse, c'est le jour où on a compris qui était Brad Stevens, en fait. C'est-à-dire que Brad Stevens, c'est le gars qui, avec une équipe, alors je vais pas dire une équipe de bras cassés, hein, ça serait bien trop gros, mais avec une équipe qu'on n'attend pas du tout. Pour le coup, Butler, on les attend pas du tout. Il y a que 2 joueurs NBA dans cette équipe. Là où par exemple Duke a une grosse armada cette année-là, hein, avec des joueurs qui pour le coup ont pas fait une grosse carrière NBA, mais qu'on attendait quand même un peu plus haut à la draft, etc. Mais Butler avec les simples, Gordon Hayward, Shelvin Mack aussi, l'ancien meneur d'Atlanta, notamment de Washington, etc. Butler a proposé un jeu ultra attrayant et on en reparlera après largement quand on parlera du coach qu'est Brad Stevens, mais voilà, ce jeu de mouvement, de démarquage, de jeu de passe avec une omniprésence des intérieurs, souvent des intérieurs d'ailleurs un peu plus petits en taille, mais très bons poseurs d'écran. C'est ce qu'on retrouve par exemple avec Alorford. Là, c'était le cas avec Matt Howard. Matt Howard, pour ceux qui suivraient le championnat de France, c'est un joueur qu'on a bien connu, notamment à Strasbourg pendant quelques saisons et aussi à Roanne. Mais voilà, c'est le genre d'intérieur qu'apprécie de Brad Stevens. On l'a revu aussi avec Daniel Theis, des intérieurs un peu petits mais qui savent faire beaucoup de choses. Et en fait Butler c'était un peu c'était le Brad Stevens basketball poussé à l'extrême, avec des joueurs intelligents sur chaque position, justement pas vraiment de position en fait. Et non, c'était juste une magnifique époque du college basketball. Et donc, comme je l'ai dit, il perd une première fois en finale, rageant avec Gordon Hayward, qui est peut-être au sommet de son art. Ensuite, lui part à la draft. Et Butler réalise l'exploit. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un exploit. C'est même pas une grosse saison. Ils perdent beaucoup de matchs, ne serait-ce que dans une petite conférence. Alors, ils étaient là en conférence Horizon. C'est normal que vous ne la connaissiez pas. C'est une toute petite conférence. Mais voilà, donc dans la conférence Horizon, ils perdent pas mal de matchs et ils arrivent quand même à se hisser à la March Madness en faisant exploit sur exploit. Et ça, vraiment, c'est l'identité de Brad Stevens. On la retrouve des Butler. C'était vraiment exceptionnel à suivre. Alors moi tu m'as régalé Hugo. J'ai lu 2-3 trucs sur le style de jeu de Stevens à Butler, et c'est sympa parce qu'on va retrouver des choses qu'on a pu voir après un NBA. Au niveau de la défense, une défense hyper physique et mobile. Il cherchait à ce que ces jeunes joueurs atteignent une sorte de compétence inconsciente à force de répétition, que les gestes défensifs deviennent réflexes. Et au niveau de l'attaque, c'était des systèmes très longs, très élaborés. Et il excellait déjà dans les situations de remise en jeu, donc c'est vraiment des choses qu'on va retrouver nous plus tard en NBA. Donc on peut constater, comme tu nous l'as dit, qu'on a eu affaire très tôt à du Stevens basketball, donc c'est vraiment hyper sympa. Lui aussi, du coup, autant Gordon Hayward s'est passé pas loin, c'est vrai que Brad Stevens du coup s'est passé pas loin 2 fois, et dans sa période de coach chez nous, ça c'est peut-être presque une image qui a pu coller un peu à la peau derrière. Elias, t'as quelque chose à ajouter, ou t'es comme moi, tu t'es régalé de comment Hugo nous a conté tout ça? Non, je me suis régalé. C'est vrai qu'en tant que, moi, j'étais pas comme Hugo sur les forums à cet âge-là pour regarder des baskets oui, c'est interdit d'ailleurs. Universitaires. Mais c'est vrai que ce tir de Gordon Hayward et l'histoire qu'il y a derrière, on la connaît tous, surtout nous, le fan de Celtics, parce que Gordon Hayward, parce que Brad Stevens. Donc ouais, c'est quand même une partie de son histoire personnelle qui est intéressante à analyser. Et je pense que il y a beaucoup de rappels avec
ce qu'on a vu plus tard et ce qu'on voit encore chez lui. Donc c'est très intéressant d'entendre ça. J'avais lu aussi que c'était un des premiers coachs universitaires à avoir engagé un assistant entièrement dédié à l'analyse des données statistiques. Donc clairement un mec dans son temps, si c'est pas en avance sur son temps, donc hyper intéressant. On voit déjà que c'est un mec hyper brillant. Ouais, Hugo, vas-y. Ouais, je l'ai pas dit, mais son parcours à lui aussi est intéressant parce qu'en fait, il est arrivé à la fac de Butler en tant que ce qu'on appelle graduate assistant. Hein, donc, en gros, c'est un étudiant qui est entré dans le coaching staff. Un peu ce que fait, par exemple, ce que faisait maintenant, il est passé, il a une petite promotion, mais ce que faisait Alan, par exemple, à Santa Clara l'année dernière. En fait, il était grad assistant et voilà. Donc, il était étudiant et en fait, il a gravi petit à petit les échelons jusqu'à être promu coach en 2007. Et après, bah voilà, la réussite. Enfin, je vous ai conté son histoire, mais voilà, c'est vraiment l'histoire du gars qui part de rien. Et là, vraiment, c'est pas, voilà, il y a pas le côté, comment dire, le côté fictif du self-made man. Pour le coup, c'est vraiment le cas avec Brad Stevens. Il a quitté un poste dans une boîte de pharmaceutique où il avait un bon job entre guillemets, et c'est clairement la passion du basket et l'envie de revenir à ses premières amours. C'était un joueur plutôt doué, très jeune, et quand il est arrivé à la fac, c'est bien cassé les dents, et bon, clairement il avait pas le niveau pour être joueur pro, et c'est vrai qu'il, du coup, après il a fait ses études, il est parti dans ce milieu pharmaceutique et a démissionné assez rapidement pour repartir tout au bas de l'échelle, comme tu viens de le dire. C'est des parcours qui font un peu rêver, hein, clairement. Donc voilà. Et donc, on va passer à la deuxième partie de sa carrière. Finalement, le 3 juillet 2013, il est embauché par Danny Ainge pour prendre le coaching des Boston Celtics à la place de Doc Rivers. Pour vous refaire un petit peu là où on en est, il vient de trader Kevin Garnett et Paul Pierce contre plein de pics de draft et plein de joueurs dont Hugo nous redonnera les noms. Il y a du Keith Bogans et du Chris Humphries que je crois dedans, donc d'obscurs joueurs NBA. Et donc on se retrouve avec un Brad Stevens tout frais, avec cette équipe pléthorique en nombre de joueurs, pas forcément en talent, pour attaquer cette première saison NBA. Et on va essayer de parler de ces deux premières saisons NBA, voir un peu comment le passage de la fac à NBA a pu se passer. Hugo, je te laisse nous dire ce que tu te rappelles, parce que moi je vais avouer que 2013-2014 j'ai pas suivi. Dis-nous ce que tu te rappelles de ce coach Brad Stevens, jeune. Alors déjà, pour commencer, ce dont je me rappelle, enfin quand je pense à l'arrivée de Brad Stevens, je me rappelle surtout la hype qu'il y avait sur Twitter à l'époque. C'était comme disent les jeunes, une dinguerie mais absolue. C'est-à-dire que il y avait une hype vraiment malade, parce que franchise historique, qui, comme on l'a dit, était un peu en reconstruction complète, qui prend le meilleur coach universitaire, parce qu'à l'époque il était considéré comme tel. Hein. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est Daniel, je crois, qui l'a raconté, qui disait qu'en fait il avait pris la décision, donc à partir du moment où il savait que l'histoire avec Doc Rivers, voilà, commençait à battre de l'aile et à toucher à sa fin. Alors je sais plus avec qui il regardait un match, mais en gros il regarde, il y a un match NCAA à la télé, et c'était justement un Duke Butler, donc coach K contre Brad Stevens, et en gros il dit à son interlocuteur, regarde à la télé, il y a le meilleur coach du basket universitaire. Son interlocuteur répond, ouais, coach K, machin, légende, grand coach, etc. Et en fait, Daniel, je dis non, moi je te parle de Brad Stevens, voilà, c'est lui, c'est le gars, c'est l'élu, etc. Et donc, justement, il s'est fait une fixette de dire que le successeur de Doc Rivers, ça serait Brad Stevens. Et il y a une anecdote, c'est qu'en fait, il rencontre Brad Stevens, alors de mémoire, c'est dans sa maison dans sa maison familiale, donc avec ses parents, etc. Il s'enferme dans la cuisine pendant des heures, ils discutent, et Brad Stevens il dit, alors moi, ok, je suis chaud pour venir, les Celtics, ça me chauffe bien, etc. Mais par contre, promets-moi une chose, c'est qu'on tanque pas. Directement, il prévient. Alors tout le monde nous promettait une saison de tanking. Bon, au final, on n'a pas fait du tanking. On a fait du tanking un peu déguisé. On a tradé tout le monde. On a tradé tout le monde et on a tanké de façon un peu organique. On était trop nuls pour gagner des matchs. Mais voilà, c'est ça l'anecdote, c'est de dire je viens, mais on tanque pas. Donc déjà, on voit un peu
le tempérament du gars, c'est moi je veux pas perdre, je suis pas un perdant, ok, donc je viens pour gagner. Et en effet, donc il y a ce trade, Kevin Garnett et Paul Pierce qui partent à Brooklyn en échange de Keith Bogans, dont je rigolais avant le podcast. Keith Bogans, Chris Humphries, alors de mémoire, il y a Chris Humphries, il y a Marshall Brooks qui avait sorti une très bonne saison rookie à New Jersey à l'époque, et sur qui il y avait une petite hype. Donc on était en mode ouais, Marshall Brooks, pourquoi pas, ça peut être pas mal, etc. Il y avait Chris Joseph qui est passé après par l'Élan Chalon, un ailier canadien, ancien de Syracuse. Gérald Wallace, qui est resté plusieurs années chez nous sans jamais trop jouer. Et donc le plus intéressant, c'est plusieurs picks de draft. Donc d'abord le pick 2014 qui a donné James Young. Bon, on s'en souvient surtout pour être un gros bust. Le pick 2016 qui a donné cette fois Jaylen Brown. Le pick 2017 qui a donné Markel Fultz échangé donc pour Jason Tatum, et le pick 2018 qu'on a inclus dans l'échange pour Kyler Irving, qui est devenu Colin Sexton chez les Cavs. Donc voilà, c'est surtout ça. Il arrive, il y a ça, il y a beaucoup de trades. Mais moi, ce dont je me souviens de cette année aussi, donc outre son arrivée, c'est le fait que cette équipe, c'était vraiment une équipe pour la gratter. Il y avait Marcus Smart, c'est l'année d'après, pardon. Mais il y avait, c'est l'année d'après, mais il y avait Avery Bradley, beaucoup de joueurs un peu pour la gratter, toujours Rajon Rondo qu'on a tradé aussi à la deadline, mais qui était là. On avait Chris Humphries qui était sans être un joueur de talent, un besogneux, Kelly Olynyk aussi qu'on avait drafté, qui était plutôt bon, Jared Sullinger aussi. Donc vraiment une équipe avec pas mal de joueurs corrects qui arrivait aussi à faire des petits coups. Je me souviens d'une victoire à Miami sur un énorme buzzer beater de Jeff Green. Ça voilà, c'est aussi la patte des Celtics de Brad Stevens. C'était une équipe qui, encore une fois, était capable de faire beaucoup avec pas grand chose. On n'a pas gagné beaucoup de matchs de mémoire, on a gagné, je sais plus, une vingtaine, peut-être un truc comme 28 ou même peut-être moins. On n'en gagne pas beaucoup, mais voilà, on a quand même fait quelques coups et on a montré surtout des belles choses. D'un point de vue basket, on a montré des belles choses. Et voilà, Brad Stevens a plutôt montré que c'était un bon coach sur qui on pouvait s'appuyer, sur qui, voilà, un coach qui pouvait potentiellement, en tout cas, nous amener au sommet. Complètement. Donc cette première saison qui finalement on avait gagné 25 matchs, 25-57. Donc clairement, tu l'as dit, vraiment pas assez talentueuse pour espérer beaucoup mieux. Cette première saison de Brad Stevens, elle te permet quand même de drafter Marcus Smart pour le coup. Et derrière, du coup, on embraye sur une deuxième saison de Brad Stevens, 2014-2015, où là, il avait demandé à pas tanker, et dès sa deuxième saison, il va réussir à aller accrocher les playoffs avec, comme joueurs principaux, Avery Bradley, Evan Turner, Jared Sullinger, Marcus Smart et Isaiah Thomas à la deadline, Jake Roder et Brandon Bass. Et Kelly Olynyk, on va dire. Donc globalement, Stevens réussit à aller chercher, c'était le 7e ou 8e spot de saison régulière. 8e, ouais, parce que du coup on va jouer les Cavs de LeBron, on va prendre une raclée. Les joueurs que j'ai cités, on avait quand même un groupe de role-players défensifs notamment. Et l'inclusion d'un Isaiah Thomas à la deadline fait que en fait la fin de saison est très bonne. On finit sur un 20-11 après le All-Star Game et très clairement on voit une reconstruction assez express finalement, parce que la conférence Est était pas hyper compétitive, mais très clairement on voit que Stevens arrive à faire avec un roster quand même très léger en termes de talent, une équipe compétitive, compétente, et un début d'identité qui est assez prometteur quoi finalement. Totalement, équipe ultra prometteur. Moi j'ai un match à chaque fois je repense à ce match parce que pour le coup je m'étais fait beaucoup charrier, donc je faisais du basket à l'époque, etc. Et il y avait un match contre les Warriors. Donc match au Garden, et les Warriors, c'était les Warriors qui font une saison à 67 victoires de mémoire, donc vraiment des top Warriors, et on les joue donc au Garden et on mène d'un truc comme 24, 25 points, etc. Et à l'époque, voilà, dans l'euphorie, etc. C'était juste après l'échange d'Haïti, pour Haïti, et on commençait à revenir en course pour les playoffs, etc. Je mets un gros tweet, voilà, les Celtics sont de retour, on va faire les playoffs, etc. Et au final, on s'écroule totalement en deuxième mi-temps. Curry fait un match de malade et on perd en prolongation de mémoire. Et donc, je m'étais fait pas mal charrier, mais
en fait, ce match-là, ça rentre encore dans ce que je disais tout à l'heure, en fait, de Stevens, qui est le gars qui va réussir avec pas grand-chose à aller taper des coups. Et là, c'est le coup en question, c'était de mettre à mal les Warriors qui étaient sur une série d'une vingtaine de victoires, quoi. C'était vraiment. Alors, je crois qu'ils venaient de sortir de cette. Non, justement, ils perdent le lendemain parce qu'ils sont en back-to-back et ils perdent le lendemain parce qu'ils ont joué prolongation contre nous, ils perdent contre Milwaukee. Donc, ils étaient sur une série de au moins 15 succès, je sais plus exactement. Mais voilà, donc on les accroche. Et comme tu l'as dit, en fait, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément des foudres de guerre, on arrive à gagner des matchs, à aller en play-off. Alors en play-off, bon, ça se passe comme ça se passe. Hein. Les play-offs, on va plus les retenir parce que Kelly Olynyk a accidentellement, même, désolé pour les fans des Cavs, mais accidentellement blessé Kevin Love, plutôt que pour la série en elle-même, parce que bon, c'est un sweep bien violent. Mais non, cette équipe, c'est Brad Stevens qui l'amène. Et on va peut-être pas parler de coaching tout de suite parce qu'on va y revenir juste après. Mais voilà, cette équipe avec un autre coach, si on met, je sais pas, Ime Udoka par exemple avec cette équipe, je pense qu'on gagne 28 matchs, genre sans rigoler. Donc très clairement, la reconstruction d'Ainge, en fait, un bon coach, c'est un accélérateur de particules. On le voit à l'heure actuelle encore. Moi, je dis toujours, quand je vois des équipes tanker ouvertement, je ne comprends pas pourquoi ils vont pas d'abord essayer de trouver le bon coach qui met en place des bonnes choses, même avec des joueurs pas forcément compétents, parce que des choses, quand tu vas améliorer l'effectif, tu vas les retrouver. Ce que fait OKC avec Mark Daigneault depuis quelques années, c'est complètement ça. C'est-à-dire que lui, il est arrivé avec des joueurs pas compétents, mais il avait déjà commencé à mettre des choses en place. Et très clairement, ils sont en train de récolter des fruits parce qu'ils ont ajouté tous les ans de la compétence, avec toujours ce bon coach au départ à la baguette. C'est exactement ce que Brad Stevens a réussi à faire sur ces 2 premières saisons, c'est-à-dire qu'il a mis les choses en place, notamment exactement comme ce qu'on a dit à la fac, une grosse défense. Ça a toujours été une bonne défense, les équipes de Stevens. J'allais dire, sauf les années où ça a un peu déraillé, on va dire, dans l'attitude ou le comportement, mais il a toujours mis en place de bonnes choses défensivement. Et quand on lui a ajouté du talent, avec notamment Thomas, on va y venir pour le point d'après, et ben ça a fait décoller l'équipe presque de manière organique en fait, tout simplement. Et donc je le disais, là on va attaquer l'arc Isaiah Thomas, les saisons 2015-2016 et 2016-2017, où Brad Stevens réussit entre guillemets l'exploit, je ne sais pas si c'est un exploit, mais de faire passer Isaiah Thomas 6e homme chez les Kings ou les Suns, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, c'est une des 2 équipes. Les Kings. Pour les Kings, qu'on réussit à faire venir pour pas grand chose. Il fait une première demi-saison après son arrivée plutôt très bonne en sortie de banc. Et sur ces 2 saisons-là, Stevens réussit en partie, et grâce aux joueurs évidemment, à amener ce 6e homme chez les Suns top 5 au classement MVP. Et cet arc-là nous amènera jusqu'en finale de conférence à la fin de ces 2 saisons. Et Hugo, tu vas nous parler un peu de tactiquement, qu'est-ce que Stevens avait mis en place pour faire briller Isaiah Thomas et également d'un autre aspect, mais pour le cacher aussi défensivement, parce que c'était quand même une faiblesse de son profil. Alors tout simplement, je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de Butler, mais tu parlais de système long. Il a, on va dire, sublimé une forme qu'utilisent beaucoup de coachs de basket, notamment l'échelon universitaire et dans pas mal d'équipes européennes aussi. C'est le système qu'on appelle le flex. Donc flex offense, en gros, c'est un système ouvert où tout le monde répète la même action indéfiniment, etc. Et souvent, aux entraînements, pour avoir joué dans certaines équipes qui utilisaient système flex, aux entraînements, globalement, on va s'entraîner 40 minutes en répétant flex pendant 40 minutes. C'est un système ouvert qu'on peut répéter jusqu'à avoir une connaissance parfaite et à maîtriser aussi les différentes options selon ce que la défense donne, etc. En fait, le coach Steven, c'était ça, c'était vraiment le goût du détail. C'était souvent la particularité en fait du basket de Steven, c'est que il y a un certain nombre de systèmes, etc. Mais il y a beaucoup moins de systèmes que dans d'autres playbooks. Je pense par exemple qu'il y a moins de systèmes chez Brad Stevens que chez Steve Kerr, qui a énormément de systèmes. Mais en fait, Brad Stevens, il a beaucoup plus d'options sur chaque système. Et les Celtics maîtrisaient, en tout cas de façon parfaite, chacun des systèmes sous Brad Stevens. Et donc on l'a dit avec Isaiah Thomas, le système flex, il a été porté
à ça, enfin, il était magnifié au maximum, avec notamment l'arrivée d'Al Horford, qui, je pense, en tout cas à l'époque, qui était peut-être le meilleur poseur d'écran de la ligue. Il était trop intelligent là-dedans, il était trop fort. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que chacun des meneurs qui a à l'époque joué avec Al Horford a été meilleur. Je pense à Jeff Teague qui est All-Star avec Al Horford. On connaît Jeff Teague, on sait ce qu'il a fait, c'est un bon joueur. C'est pas un All-Star, d'accord, mais il a joué avec Al Horford et il s'est encore sublimé. C'était le même cas avec Isaiah Thomas. Je pense qu'Isaiah Thomas est un très bon joueur, mais c'est pas non plus c'est pas quelqu'un sur qui j'aurais parié pour faire une saison à quasiment 30 points scoring. Donc, il a été vraiment sublimé par le coaching de Stevens et par le supporting cast qu'il avait autour. Et tout ça mis bout à bout, avec le système flex qui a été perfectionné, ça a donné vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour le coup, en défense, c'était quand même moins, on va dire moins. Tu parlais un peu d'automatisme et de détails qui devenaient petit à petit des réflexes, etc. en défense. Je pense qu'il a eu on va dire, moins travaillé à défense, tout simplement parce que c'est moins impactant, on va dire, en NBA. En NCAA, c'est vraiment broken d'avoir une grosse défense, parce que les joueurs sont plus jeunes et moins réguliers au tir, etc. Donc c'est beaucoup plus rentable, on va dire, de charger la zone, la raquette, etc. pour défendre. Donc ça vaut le coup de passer plus de temps en NBA. Je pense que Steven c'est assez intelligent pour se dire bon, de toute façon il y a tellement d'options, on est tellement limité par le règlement que voilà, naturellement il passait un peu moins de temps, donc on a eu une défense qui était moins efficace, mais par contre il se reposait très bien sur des leaders en défense. Je pense à Marcus Smart qui a pris de plus en plus de responsabilités avec Avery Bradley notamment sur le backcourt, et ça globalement c'était une des grandes forces de Stevens aussi, c'est de savoir s'appuyer sur des leaders qui ont réussi à retranscrire ses idées sur le terrain. Et ça, c'est le Stevens coach aussi, c'est ça, c'est d'accorder une grande confiance à ses leaders, et ça a plutôt bien fonctionné en tout cas. Et d'ailleurs, on peut constater, on a parlé tout à l'heure, la première fois qu'il accroche les playoffs, l'année d'après, on finit 5e de conférence, et l'année d'encore après, l'année de la finale de conférence qu'on perd contre les Cavaliers 4-1, on est premier de la conférence Est, donc on est quand même sur une progression linéaire, limite trop linéaire, pas naturelle, et on est sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a l'explosion d'Isaiah Thomas, l'intégration d'Al Horford qui est venu en tant que free agent, et un Marcus Smart qui prend toujours plus de minutes, un Avery Bradley qui mûrit, et une première saison de Jaylen Brown aussi. Donc on lui a ajouté du talent par la draft, lui il en a développé en interne plus un free agent, et on se retrouve avec une équipe qui a eu de cesse de progresser. C'est vraiment aussi la patte Stevens. Sur ces 4 premières saisons, on a atteint, vous voyez, la fin de ce premier cycle vraiment assez long de 4 saisons, en étant premier à l'Est. Alors on se fait battre par des Cavs meilleurs que nous, parce que cette équipe elle avait quand même des faiblesses évidentes, notamment de taille. Je me rappelle qu'on parlait beaucoup de ça, où défensivement c'était quand même compliqué parce qu'on jouait petit, que ce soit à l'intérieur ou même sur les postes d'extérieur, c'était pas évident, mais c'est vraiment une première partie de carrière assez sans faute entre guillemets, et où on voit tout le génie de ce mec-là dans les systèmes en sortie de temps mort, où c'était assez génial également. L'année d'après, on va passer à un 4e point. On se retrouve avec un roster très différent, parce que pendant l'intersaison, Danny Ainge nous trade Isaiah Thomas et Jay Crowder contre Kyrie Irving, et il y avait un pick également dans la balance, et il y a la draft de Jason Tatum. Et c'est déjà pas mal. Du coup, on se retrouve avec et l'arrivée de Gordon Hayward en free agent. Et donc, on se retrouve sur cette année 2017-2018. Elias, tu vas nous en parler. Année assez folle, qui commence dès la 4e, 5e, 6e minute du jeu par la blessure du free agent que tu viens de recruter à prix d'or, à savoir Gordon Hayward. Et il va s'en suivre une année assez formidable, assez folle au niveau des résultats. Elias, qu'est-ce que tu te rappelles de cette période? Ouais, cette saison, c'était quand même, c'est la première saison, moi, pour l'anecdote, que j'ai suivi vraiment en live, à regarder beaucoup de matchs en live, à suivre à fond. Donc, elle est
Je m'en souviens bien, j'ai des souvenirs particuliers de cette saison. C'est donc comme tu le dis, Gordon Hayward qui se blesse au premier match, là, les quelques premières minutes, on a tous l'image en tête, c'était terrible. Et c'était une saison où quand même on avait des bonnes attentes. On avait un roster mais complètement délirant. On avait 5 super starters, mais on avait aussi Brown qui sortait du banc à la base, Terry Rozier, Marcus Morris, Marcus Smart, Aaron Baines qui était un très bon backup à l'époque. Alors vraiment on avait un roster complètement fou et donc c'était un peu le premier test, c'était censé être le premier test comme tu le dis de Brad Stevens avec un roster complet qui sortait de finale de conférence assez impressionnante. Et donc cette blessure là se passe et au final la saison elle se déroule d'une manière assez inattendue. C'est qu'on voit la blessure de Gordon Hayward, notre superstar censé être superstar, notre all-star qu'on a recruté en free agent, c'était un peu la grosse signature, etc. On s'est tous dit bon bah ça va être compliqué. Au final on a l'explosion de Jason Tatum qui fait une saison rookie plutôt pas phénoménale parce que c'était pas non plus une saison all-time, mais c'était une très bonne saison rookie. On a Jaylen Brown qui commence à montrer des petites choses. On voit qu'il est bien coaché, qu'il apprend des choses et qu'il travaille beaucoup. Et on voit surtout une équipe qui se soude, qui crée autour notamment de Terry Rozier. On a plus Isaiah Thomas, mais moi je me souviens un peu de Terry Rozier qui prend un peu le rôle de meneur spirituel en compagnie de Marcus Smart. Et il y avait un vrai truc sur cette équipe, hein. C'est allé on s'en souvient, jusqu'en finale de conférence, au match 7, comme tu l'as dit, à la maison contre LeBron James. Malheureusement, on a perdu ce match, mais c'était un peu la saison Hospital Celtics, qu'on aimait bien l'appeler. Tout le monde était blessé. Kyrie Irving a été très blessé et complètement blessé au playoff. Tout le monde était blessé à droite à gauche tout le temps, mais on arrivait toujours à gagner, on arrivait toujours à créer une équipe cohérente. On avait une identité un peu spéciale défensivement. C'était pas la meilleure équipe du monde, mais on tenait. Offensivement, il y avait un jeu collectif qui fonctionnait très bien. Et c'est là qu'on a vu vraiment que Brad Stevens, il pouvait mener à bien, mener pourquoi pas jusqu'au bout une très bonne équipe. Et là, on a vraiment cru, je sais pas vous, mais moi à ce moment-là, on se disait bon bah l'année prochaine, on récupère Kyrie, on récupère Hayward, ça y est, c'est parti quoi. Moi dans mes souvenirs, et notamment de la finale de conférence où effectivement on perd 4-3 contre les Cavs de LeBron, je trouvais qu'on jouait infiniment mieux que ces Cavaliers, où on avait perdu sur LeBron notamment, en fait on avait gagné tous nos matchs à domicile jusqu'au match 7, et je trouvais qu'on développait un jeu de passe pour trouver des tireurs ouverts déjà en 2017-2018, vraiment hyper agréable, et on avait une défense qui était assez excellente dans mes souvenirs, avec des mecs tellement mobiles, des rotations de partout, ça switchait énormément, et la saison avait été très bonne défensivement, et les playoffs tout autant, et le parcours était sympa parce qu'on avait gagné c'était au match 7 contre les Bucks qu'on gagne au premier tour. Ouais, on n'a pas gagné un seul match à l'extérieur sur ces playoffs, il me semble, dans mes souvenirs. Ah d'accord. Et on a fait que gagner à domicile et que perdre à l'extérieur. On a perdu le dernier. Contre les Sixers, on a bien dû en gagner un chez eux parce qu'on les bat 4-1. C'était pas cette saison-là alors. Mais une saison vraiment enthousiasmante à tout plein de vues. Je suis un peu comme toi, je pense que c'est la saison pour moi la plus fraîche dans les vieilles saisons des Celtics, et vraiment ce run de playoff avec les gamins entourés d'Horford en fait finalement. Et après Horford, Marcus Morris était pas tout jeune, mais bon globalement on startait Rozier, Brown, Tatum, peut-être Smart et Horford, si je dis pas de bêtises. Voilà, on avait ces 4 mecs draftés sur 5. Elle était hyper attachante. Toi Hugo, t'as retenu quoi de cette saison? Alors moi c'est vraiment, les auditeurs vont se dire que je sors que des trucs de hipster, j'en suis désolé. Mais moi en fait de cette saison, à chaque fois, quand je repense à Brad Stevens, souvent j'ai ce match en tête. C'est un match contre Portland en saison régulière. Alors c'est vraiment le match inutile, mais en fait on se pointe à 7. On a 7 joueurs, tout le monde est blessé, etc. C'est à l'époque où Kyrie vient d'être annoncé out pour la fin de saison. Hayward est déjà blessé depuis un moment, etc. Et même Rozier n'est pas là. Et en fait, globalement, on n'a pas d'arrière pour le match. Donc on se pointe à 7. Et c'est Al Horford et Semi Ojeleye qui étaient les plus petits de l'époque, de l'époque sur ce match en tout cas, qui doivent gérer le playmaking, etc. Et Stevens arrive tellement à faire de la magie qu'on arrive à gagner. Et on arrive à gagner d'ailleurs sur un buzzer beater de Al Horford. Mais en fait, ce match, il est à l'image de la saison régulière.
pour moi, en tout cas, c'est la plus belle saison régulière de Brad Stevens à Boston. Déjà, en termes de résultats, on gagne la conférence, on finit premier de la conférence Est, donc c'est un exploit compte tenu de la saison. D'ailleurs, Stevens se fait clairement voler le titre de coach de l'année, hein, il faut le dire. Je comprends toujours pas comment c'est possible de ne pas lui donner, mais ça c'est un autre débat. Mais donc ouais, on survole la saison régulière et le run de playoff. Bon, vous avez tout dit les gars, mais pour moi c'est la saison régulière qui m'a vraiment choqué sur cette saison, et le run de playoff était magnifique, même si bon, on aurait aimé gagner ce match 7 et au moins aller en finale, même si évidemment on se serait fait désosser derrière. Elias, t'es d'accord avec Hugo? Je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que c'est la saison régulière peut-être la plus aboutie de Stevens. Alors, c'est vrai que c'est celle qu'on a vécue aussi. J'ai pas vu ses premières j'ai pas vécu ses premières où il jouait avec des joueurs moins bons, mais clairement pour moi ça a été sa meilleure saison régulière. On en parlera après, mais celles d'après ont été plus compliquées pour des raisons X ou Y, mais celle-là était kiffante du début à la fin. Enfin vraiment, on avait quelque chose qui était assez exceptionnel, quoi. Et t'avais aussi cette sensation que les mecs le suivaient assez aveuglément. T'as vraiment ce côté de on a une application de ce qui nous est demandé assez parfaite. Je pense qu'il y avait à partir du moment où Kyrie se blesse, t'as plus Hayward, t'as plus Kyrie, les mecs étaient dans leur contrat rookie et ils suivaient je trouvais aveuglément entre guillemets ce qui était préconisé par le coach, et c'était assez beau à voir. Et c'est vrai qu'on a bien apprécié cette année ce roster. Vas-y go. Non, puis on en a un peu parlé, mais ce qui était impressionnant aussi, c'est le développement des gars, enfin même de random. Je me souviens d'Abdel Nader par exemple qui joue quelques minutes sur la saison, Semi Ojeleye, d'ailleurs big up à Pierre, ancien membre du podcast, qu'il appelait très souvent le prof de fitness, mais voilà, c'est vrai. Des mecs qui sortaient, enfin Ojeleye pour le coup a fait une belle carrière universitaire, mais c'est globalement des gars qui sortaient de nulle part et qui se sont développés vraiment, on va dire au summum de leur potentiel sous Stevens, et ça c'était vraiment beau à voir aussi. Oui, pour la petite anecdote, il sortait que Ojeleye, il était tout le temps à la muscu, il balançait des medicine balls sur les murs et qui cassait la tête de tout le monde, et c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Mais tous ces bons souvenirs, dans le point d'après, ils vont être un peu gâchés parce qu'on arrive sur la saison 2018-19 qui a beaucoup été parlée, que moi j'ai appelé Brad, on a un problème. Elias, dis-nous ce que tu retiens de cette saison. Donc, pour planter le décor, c'est la saison du retour de blessure de Gordon Hayward et de Kyrie Irving qui avait pas fait les playoffs juste avant. Donc, ces playoffs qui nous avaient autant enthousiasmés. On attaque l'année avec un roster exceptionnel sur le papier. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le premier vrai échec de Brad Stevens? C'est clairement le premier échec de Brad Stevens. Je pense que c'est peut-être même le seul en vérité, parce que sa dernière saison c'était un échec, mais il y avait quand même beaucoup de contexte extérieur. Cette saison-là, c'était vraiment un échec complet. Déjà, le premier problème, c'est pas forcément de sa faute, mais c'est peut-être été du coaching staff ou le training staff qui l'a pas bien identifié. Mais concrètement, ils ont essayé de faire revenir Hayward directement dans le starting five, et on s'est vite rendu compte au bout d'une dizaine de matchs qu'Hayward n'était pas du tout en forme pour jouer, ni physiquement ni mentalement. En fait, il n'était pas il avait pas l'aptitude de jouer aussi rapidement, ça se voyait, c'était difficile, il avait du mal. Donc il a vite réintégré soit Marcus Morris, soit Marcus Smart, ça dépendait des matchs, dans le starting five, et fait sortir Hayward du banc. C'était une saison quand même assez difficile. Concrètement, on n'a pas retrouvé ce jeu d'équipe, cet effectif soudé qu'on a vu la saison précédente, notamment, et là c'est la saison où il nous a tous rendu fond, je pense, on a tous des mauvais souvenirs de lui à cause de ça. Terry Rozier qui a fait une saison absolument catastrophique, vraiment ignoble du début à la fin, il n'y a rien à retenir de sa saison. On en était vraiment à demander à Brad Stevens de faire jouer plus Brad Wanamaker. On en était là quand on demandait à Brad Stevens, s'il te plaît, fais rentrer Brad Wanamaker. C'était quand même assez terrible. Il était beaucoup critiqué pour son manque de flexibilité dans les rotations. C'est drôle là, parce qu'il est connu pour sa flex offense, mais il était connu pour son manque de flexibilité dans sa rotation. Il refusait vraiment de s'adapter. Je pense qu'il n'avait pas la confiance des joueurs, et du coup il avait du mal à imposer des choix différents. Clairement Kyrie ça allait plus, on le voyait, ça allait plus avec le coach. Je pense que ça allait plus avec les joueurs, notamment Al Horford. D'ailleurs Al Horford est parti juste après parce qu'il voulait plus jouer avec Kyrie. Même si Kyrie est parti aussi.
c'était vraiment un échec. Lui-même l'a ressenti comme ça. Il le disait, hein, clairement, il n'a pas réussi à construire une équipe et il s'en voulait énormément. Et c'était quand même dommage parce qu'effectivement, on avait un super effectif. Je pense qu'il y a juste pas eu de... C'était peut-être impossible, en fait, je sais pas. Peut-être que les états d'esprit faisaient que Terry Rozier, Marcus Morris, même Marcus Smart, ils avaient eu un rôle quand même vachement grandi la saison précédente et là, ils le retrouvaient pas. Ils retrouvaient pas ces rôles-là, donc c'était difficile et cette saison s'est finie... à la fin. Les playoffs ont plutôt bien commencé d'ailleurs parce que on sweep les Pacers. Je me souviens, la série était plutôt correcte. Enfin, j'ai pas de souvenirs marquants de cette série, mais on les a sweep, donc c'est forcément bon signe. Et surtout, on gagne le game 1 contre les Bucks à Milwaukee, un super match de Horford qui défend magistralement sur Giannis. Sur Giannis, on était tous un peu foufou. Je me souviens, moi c'était un match un dimanche après-midi, je crois, enfin fin d'après-midi et début de soirée. C'était génial pour nous. Et puis après, on a perdu les 4 matchs d'après. Kyrie Irving qui voulait switcher sur Giannis, il y avait plus rien, c'était que du hero ball. Enfin, vraiment, c'était nul, quoi. Et la saison s'est finie comme ça, vraiment très mal. Et c'était très décevant, franchement, du début à la fin. Et d'ailleurs, petite anecdote. Enfin, moi, je me souviens, je pense que Hugo, ça te fera rire. Je me souviens, on critiquait beaucoup aussi Brad Stevens parce qu'il ne voulait pas prendre de temps mort, il voulait laisser les joueurs s'adapter eux-mêmes, etc. Et j'ai relu un article de cette saison-là tout à l'heure et j'ai pensé à Joe Mazzulla forcément parce qu'il a été vivement critiqué pour ça. Donc voilà, ça m'a fait rire un peu le disciple du maître qui reprend les mêmes vices. Je te suis sur la saison et un des rares joueur qui avait donné pleinement satisfaction, c'était Aaron Baines. Je le cite parce que je vois que on doit citer des mecs un peu hipsters qui sont passés par chez nous, donc je place mon petit Aaron Baines par là. Et effectivement, ça avait été pénible et long cette saison. Elle était vraiment. En fait, on n'a jamais été assez mauvais pour que Ainge fasse tout péter. Il y a un monde aussi où Stevens n'a pas eu le cran de demander à Ainge de faire le tri pour lui. Et on verra plus tard dans son rôle de GM que lui hésite pas à faire le tri pour son coach, peut-être quitte à lui filer moins d'options mais des meilleures du coup. Et cette saison-là a peut-être été un élément déclencheur pour le Brad Stevens General Manager qu'il est devenu derrière. C'est pas impossible. En tout cas, il y a certains moves qui tendent à ça. Hugo, toi, tu as 2-3 petites anecdotes sur cette saison? Bon, moi, je retiendrai le 4 janvier de cette saison parce que c'est le jour où, en tant que fan de Gordon Hayward, il a remis 35 points contre les Wolves. Donc le 4 janvier, voilà, je retiendrai cette date jusqu'à la fin jusqu'à mes vieux jours. Mais non, sinon, tu l'as dit, Vincent. En fait, moi, j'en veux plus à Danny Ainge pour le coup, parce que voilà, je pense que lui devait savoir en tant que GM que c'était pas possible de garder le même groupe, en sachant que, par exemple, à Terry Rozier, on le connaît, on sait que ça fonctionne pas en backup. Enfin, c'est un feu follet, etc. Bon, à la limite, si c'est un rôle de sixième homme, pourquoi pas. Mais en meneur backup, gestionnaire d'une seconde unit très forte, ça ne fonctionnera jamais. Donc moi, j'en veux beaucoup de pas avoir fait sauter ça, notamment à la draft l'année d'avant. Pourquoi pas transférer un Terry Rozier à la draft. Même Marcus Morris. En fait, il y avait un ou deux joueurs de trop dans cette équipe et globalement, on avait peut-être l'effectif le plus deep de la NBA, mais parfois être trop deep, ça fonctionne pas. Il faut des role players, il faut pas des bons joueurs overall, il faut des role players. Et j'en veux à Danny Ainge de pas avoir su voir ça, alors que je pense que beaucoup auraient pu le voir. Du coup, on est dans un podcast hommage à Brad Stevens, donc t'as raison, on le protège. On est que dans le positif pour lui. C'est de la faute du GM et puis c'est tout. Oui, puis il est au Jazz maintenant, donc on peut le critiquer. Hein, il est plus chez nous. C'est la faute de et on en profite pour passer le bonjour à Terry Rozier qui fait le bonheur du Miami Heat de Renard. Après cette saison décevante, on a l'année de la bulle. Et sur cette année-là, on va essayer de se reparler tous ensemble de la série face aux Raptors dans cette bulle qui avait marqué les esprits parce qu'une série hyper intéressante tactiquement, pour qu'elle soit hyper intéressante, faut qu'il y ait deux coachs qui se répondent du tac au tac. Et là, on avait été servi parce que on avait un jeune Nick Nurse, deuxième année, première année, je sais plus, deuxième année peut-être. Il était peut-être champion en titre de souvenir. Ouais, deuxième année, ouais. Voilà, face au, là presque vieux Brad Stevens, parce que du coup par rapport à Nurse, ça faisait un petit moment qu'il était du coup dans la ligue. Et c'est une série qui a régalé bon nombre d'analystes déjà.
ça avait pu permettre aux créateurs de contenu de faire beaucoup de choses sur les internets et on s'était vraiment régalé de par la bataille tactique entre les deux coachs. Elias, tu nous en dis quelques mots? Ouais, bah j'ai juste j'avais donné l'idée de ce moment parce que pour moi, quand on parle du coaching de Brad Stevens, c'est vraiment un moment marquant. Je pense que c'est un peu la fin de l'ère Stevens en coaching. C'est sa dernière année, enfin son avant-dernière année, mais l'année 2021 était tellement bizarre que on peut pas vraiment la qualifier de dernière année. Ça se voyait. Enfin, c'est aussi une série. Moi, je m'en souviens très bien. On était en vacances. C'était en août. Ça n'avait un peu aucun sens parce que c'était la bulle. Et aussi, effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de contenu qui a été produit sur cette série parce que c'était. Je pense que je sais pas si vous l'avez tous vu ou pas, mais il faut aller voir absolument la vidéo de Ben Taylor de Thinking Basketball sur cette série qui est super, qui est un résumé rapide de tout ce qu'on pourrait dire sur cette série. Mais concrètement, en fait, c'était vraiment il appelle ça un match d'échecs entre les deux, et c'était ça. C'était vraiment quelqu'un lance un move et le coach adverse lance un contre-move pour le contrer. Et c'était ça. C'était nous, on jouait plutôt sur attaquer les bigs, donc attaquer Siakam, attaquer Ibaka en attaque, et du côté des Raptors, eux, ils voulaient absolument attaquer Kemba du côté du terrain, et donc c'était vraiment très intéressant de voir tous les ajustements qui étaient faits. Et encore une fois, pour l'anecdote personnelle, mais moi, c'est vraiment la série qui m'a fait aimer le basket en tant aussi qu'analyse, enfin que j'ai voulu analyser ce qui se passait sur le terrain. Je voyais de mes propres yeux pour la première fois vraiment des choses qui se passaient. Je remarquais voilà, je commençais à comprendre ce que ça voulait dire une zone, je commençais à comprendre ce que ça voulait dire tous ces genres de choses, et je pense que cette série elle nous a beaucoup marqué. Elle nous a aussi marqué parce qu'on a pris un tir de G Anunoby au match 3, un tir fou complètement, un 3 points qui les fait revenir dans la série. Au final, la série elle est à 7 matchs alors qu'on a failli monter à 3-0. D'ailleurs, sur un magnifique ATO, donc play de temps mort, de sortie de temps mort de Brad Stevens qui nous donne la main sur la fin du match 3. Bon, bref, moi dans mes souvenirs de Brad Stevens en coaching, c'est vraiment cette série-là que je garde en tête, et que je pense que je garderai longtemps en tête. J'y repense souvent parce que, puis surtout que c'était des bons souvenirs, parce qu'après la série contre le Heat, on peut pas dire qu'il a fait, on peut complètement dire qu'il s'est fait outcoach par Spo d'une manière assez violente. Donc franchement, je pense qu'il a tout donné sur cette série, et il y a de quoi l'apprécier, quoi. Complètement. Et toi, Hugo, qui étais déjà pleinement dans cette analyse-là, tu t'étais régalé à l'époque? Totalement. Elias parlait de la vidéo YouTube, mais enfin cette série c'était un bonbon. Mais alors je me suis régalé, même si j'ai eu beaucoup de stress quand même pendant cette série, parce que je pensais vraiment qu'on avait un shot sur cette année-là, un shot pour gagner le titre. Donc je me suis régalé, mais toujours avec un certain stress, décuplé en plus par ce match au Gianinobi nous crucifie. Mais non, en termes d'analyse basket, c'était un régal. C'était vraiment voilà, vous en parliez, mais ce match entre joueurs d'échecs, en fait, quand Stevens tentait quelque chose, Nurse s'adaptait, etc., c'était magnifique à voir. Et non, c'est le genre de série qu'on veut voir chaque année en playoff. En fait, des matchs, voilà, entre coachs qui tentent des trucs et l'autre qui lui répond directement. C'est ça qu'on veut, plutôt que de voir alors, pour pas citer de nom, mais plutôt que de voir des Doc Rivers, voilà, qui restent avec leur truc, et bon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais malheureusement pour lui, c'est bien trop souvent. Si ça marche pas, tant pis. De toute façon, au bout du 50e essai, ça finira par marcher peut-être. Donc voilà, on préfère voir, voilà, des coachs de basket plutôt que des Doc Rivers. T'as dit on cite pas de nom et t'as cité 2 fois Rivers. Ouais, non, mais en fait, je cherchais. En fait, non, je cherchais quelqu'un, et j'ai eu le visage de Doc Rivers qui est passé par là. Donc tant pis, on name drop Doc Rivers, ça marche bien. En ce moment, c'est à la mode. Et ben en plus, ouais, ça m'en prend pas trop de risques. Pendant que vous parliez, moi j'ai eu le flash, pas du tout tactique, pas du tout coaching, mais du contre de Marcus Smart sur notre ami Norman Powell dans le Game 7, et ça reste un moment charnière dans ma vie de fan de Boston. C'était assez magnifique. C'est aussi l'explosion de Grant Williams, cette série. C'est sa saison rookie, et il nous offre le Game 7 d'une manière magnifique. Enfin, il participe grandement à la victoire. Tice était foul out, mais il avait 6 fautes, donc il pouvait plus jouer. Et donc c'était Grant Williams qui était rentré. Il avait switch
sur Van Vliet et il avait bloqué le dernier tir de Van Vliet. Enfin, c'était exceptionnel de découvrir ce joueur à ce moment-là. Et la saison rookie, un de ses premiers faits d'armes, tu parles de Fred Van Vliet, et un de ses premiers faits d'armes en régulière, c'est d'avoir défendu sur Gasol, de souvenir. Je me rappelle de lui tout petit défendre au poste contre Gasol. Finalement, Grant Williams, il a bien perfé contre ces Raptors pendant toutes ces saisons. On les a joués énormément. Du coup, ça tombe bien. On va s'arrêter là pour toute la période coaching de Brad Stevens. Elias, tu l'as dit tout à l'heure, la dernière saison, elle est très particulière. Les blessures de Walker, un Stevens qui y est plus vraiment. Il en a parlé plus tard je pense que entre l'année très compliquée d'avant, l'année de la bulle, où ça a été apparemment assez éprouvant, le coach Brad Stevens n'y est plus, a priori, de ce qu'il a pu raconter. Et en juin 2021, annonce assez fracassante, Danny Ainge s'en va de son poste, part à la retraite apparemment, même si elle n'aura pas duré bien longtemps. Et nomme son remplaçant dans la foulée, qui n'est autre que le coach Brad Stevens. Premier petit truc, les gars, celui qui va vouloir prendre la parole le premier, n'hésite pas. Sur le coup, vous pensez quoi? Vous en rappelez de ce que vous en pensez directement ou pas? Alors moi, personnellement, je m'en souviens très très bien. C'est une news en plus, ça tombe vraiment dans l'après-midi complète heure française, donc sur les coups de, je sais pas, 15 heures, un truc comme ça, en plein milieu d'après-midi. Donc vraiment gros choc. Et sur le moment, je comprends pas. Enfin, je vois Brad Stevens, président des opérations de basket, je sais pas trop quoi. Je suis en mode, mais du coup, ça veut dire qu'il fait une Thibodeau, GM coach, etc. Et en fait, non, il est juste GM. Et juste après, donc ouais, ça annonce coach searching, quoi. Donc non, sur le coup, vraiment très très surpris, même très, on va dire circonspect. Bon après, évidemment, il y a des exemples de coachs de très bons coachs qui ont fait la transition et ça a plutôt bien fonctionné. Hein. On pense à Pat Riley. Il y en a aussi pour qui ça a un peu moins bien fonctionné. Hein. Je pense à Phil Jackson par exemple. Donc plutôt partagé. Après, j'ai été très rassuré par sa conférence de presse, sa première conférence de presse, où directement il dit une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit écoutez, oui, je peux comprendre qu'il y ait des doutes, mais croyez-moi, je suis le mieux placé pour savoir ce dont Jalen et Jason ont besoin pour gagner. Je suis le mieux placé pour le faire et je vais tout faire pour qu'on gagne cette 18e bannière. Et c'est vrai que ça m'avait rassuré parce que pour le coup il dit vrai en fait, c'est le mieux placé parce qu'il les a coachés depuis qu'ils sont rookies, il les connaît par cœur et en effet l'histoire a plutôt donné raison, même si on va développer évidemment, mais surpris mais rapidement rassuré en fait. Et toi, Elias? Moi, je sais plus vraiment comment j'étais. Je pense que j'étais un peu catastrophé par le côté de se dire que je perdais l'un des meilleurs coachs de la ligue malgré tout, parce qu'on l'a quand même décrit pendant un petit moment du podcast là comme étant des meilleurs. Donc mine de rien, même s'il était promu dans les bureaux, je perdais mon meilleur coach quoi. Donc c'était pas évident d'être sûr d'en retrouver un du même calibre. Et toi, Elias, t'étais dans quel état d'esprit? Ouais, comme toi, c'est vrai que, enfin, je me souviens comme Hugo exactement de là où j'étais. C'est vrai que c'était en plein après-midi. C'était le lendemain, vraiment le lendemain, le jour d'après notre élimination en playoff contre les Nets. On perd 4-1 contre des Nets, super team Kyrie Harden, Durant. Et cette saison, enfin, elle avait été très difficile du début à la fin. On s'était tapé Tristan Thompson, enfin vraiment horrible. Et je me souviens que ça m'avait un peu, pas paniqué, mais j'étais vraiment, je commençais à regarder rapidement, mais qui est-ce qu'on va prendre comme coach, quoi, comment on va faire, qui est disponible, est-ce que machin est disponible, c'était un peu stressant. Mais en même temps, comme dit Hugo, vite rassuré, parce qu'on se rappelle que Brad Stevens, ça reste, on lui fait confiance. On se rappelle, moi je le savais pas forcément à l'époque, mais quand même, à Butler, c'est lui qui est recruté, donc il a quand même un peu un sens de comment ça marche, comment faire fonctionner une équipe. Effectivement, ce qu'a dit Hugo, il sait très bien faire pour faire fonctionner Brown et Tatum. Donc moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était plus pour le coach que pour le truc de JM, parce que le truc de JM, c'est
je veux pas réduire, mais ça ne paraît pas être non plus le truc le plus difficile du monde, surtout qu'on savait déjà à l'époque que Max Zaren, donc l'assistant GM de Danny Ainge, qui est là depuis très très longtemps au Celtics, c'est un peu, il a la main mise un peu sur tous les trucs, la gestion de roster, c'est lui qui participe beaucoup, et on se demandait si ça allait être lui qui allait être promu. On a vécu la news que c'était Brad, donc voilà. Mais ils font le travail en tandem, donc pour le côté JM, pas très inquiet. C'était surtout pour le remplacement de coach, comme tu dis Vincent, qui était assez inquiétant, quoi. Alors c'est pas peut-être pas le travail le plus dur, mais je pense que par contre ce qu'il faut c'est une vision. Et Elias, directement, je vais revenir sur toi. Il est nommé le 2 juin environ. Il fait un premier move d'envergure et il est important en plus et pas forcément compris de tous. Le 18 juin, tu peux me donner le move qu'il fait? Je l'ai sous les yeux, le 18 juin, donc il échange Kemba Walker contre Al Horford et Kemba Walker et le choix 16 de la draft contre Al Horford et Moses Brown qui était donc à OKC. Al Horford qui sortait d'une saison à OKC où il avait très peu joué, il avait été trade depuis Philadelphie parce que ça fonctionnait pas du tout avec Embiid. Et donc on récupère Al Horford qui avait donc signé un gros contrat à Philadelphie, qui avait fait un très bon début de saison à OKC. En fait, ils étaient vite rendu compte qu'ils allaient gagner trop de matchs, donc ils l'avaient mis sur le banc. Il lui disait bon bah tu joueras pas, tu vas entraîner nos jeunes, tu vas aider nos jeunes à l'entraînement et voilà. Et donc on était sur le coup, on savait que Kemba Walker ça marchait plus, on savait que son contrat était un poison, ses genoux étaient complètement finis, mais c'est vrai que sur le coup on se disait quand même bon Al Horford, ça reste un gros contrat. À l'époque c'était je pense bien 20% du cap, même peut-être un peu plus. Donc pour Al Horford qui avait déjà 34 ans peut-être, c'était énorme, mais bon, c'était le premier move, on s'est dit bon bah pourquoi pas, il fait revenir son gars, on va bien voir quoi. Un Horford vieillissant mais qu'on connaît, donc voilà, un Kemba qui de toute manière n'a plus de genoux a priori, mais le 16e pick, c'est rare maintenant, c'est vrai qu'à l'heure actuelle un 16e pick pour faire un move, pour te débarrasser de ton gros contrat et récupérer un gros contrat quand même sur un joueur assez vieux, c'était cher et dans mes souvenirs, c'est pas unanimement applaudi. Alors forcément l'avenir va donner raison à Stevens, mais on voit que le mec n'a pas le temps et c'est un truc qui va le suivre dans sa carrière de GM. Donc il fait ce move et 5 jours plus tard, il embauche Ime Udoka. C'est officiel le 26 juin. Il embauche Ime Udoka. Hugo, toi, réaction. C'est son deuxième gros move. Il fallait le faire. De toute façon, il fallait trouver un coach. Ime Udoka, c'était un mec connu sur le circuit. D'entrée de jeu, toi, c'est quoi ta réaction? Plutôt content quand on voit le background d'Udoka. Je me dis école Popovic, etc., qui est passé. En fait, ce qui est bien, c'est de voir d'où viennent les coachs. Enfin, là, pour le coup, école Popovic, donc on se dit qu'il y a quand même une certaine connaissance derrière. Et en fait, c'est bien aussi que les coachs aient vu d'autres choses. Donc lui, il avait fait Philadelphie avec Brett Brown, et il avait fait donc les Nets avec je sais plus, avec Steve Nash. Nash, ouais, Nash. Avec Steve Nash. Donc ouais, il avait vu plusieurs boutiques, on va dire. Donc c'était un des top prétendants en poste de GM. En plus, il connaissait nos joueurs principaux pour les avoir coachés avec Team USA. Donc plutôt content à l'époque de la signature d'Ime Udoka. En plus, c'était une philosophie qui était complètement différente. C'était vraiment un basket. Enfin, globalement, il mettait les joueurs face à leurs responsabilités, notamment en défense, etc. Donc, franchement, pourquoi pas? Je me disais pourquoi pas. Après, évidemment, en termes de génie basketball, passer de Brad Stevens et Ime Udoka, bon, c'est sûr que on s'attendait à vivre quand même des jours assez difficiles, et c'est ce qu'on a eu au début, avant évidemment un redressement qu'on n'expliquera toujours pas d'ailleurs, mais un redressement spectaculaire qui est digne des plus grands plot twists d'Hollywood, mais voilà, donc plutôt globalement, avec le recul, plutôt une bonne signature Ime Udoka. Moi, quand ça sort, alors moi je connais pas bien, même pas du tout ce mec-là. Par contre, quand je vois tout le background, comme tu dis, école Spurs, voir d'autres choses, avoir coaché des stars aux Nets, que des retours très positifs des mecs et tout, je pouvais guère trouver mieux, sachant que moi j'aime plutôt bien quand les mecs vont chercher des gars qui ont pas encore coaché. Donc plutôt moi très très hypé par ce choix. Toi Elias, t'étais comment?
un peu pareil ou un peu Ouais, bah moi je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, c'est avoir un avis sur les assistants coach, c'est toujours un peu difficile. Mais comme l'a dit Hugo, Arbor Popovic, connaissance de à la fois les gars de pour Team USA, à la fois Horford à Philadelphie. Donc plutôt content du choix. Je pense qu'on était aussi content d'avoir après la saison qu'on avait passée, enfin les 2 saisons qu'on avait passées, d'avoir un coach un peu plus qui va te rentrer dans l'art, qui va te parler mal. C'était un peu le cliché du Doka, mais au final ça a plutôt bien marché. Bon, malgré tout ce qui s'est passé après, mais ça a bien marché sur l'année où il était là. Donc évidemment sur le coup j'avais pas grand chose à y penser, mais je me disais peut-être c'est peut-être mieux qu'un coach un peu passé, un Van Gundy ou un truc comme ça un peu passé. Au final c'est mieux d'avoir un jeune qu'à fin quoi. Donc là, on vient de se faire le premier arc de Brad Stevens, General Manager. Donc c'est des débuts où on voit qu'il n'hésite pas, il fait les moves, mais on n'a encore aucune certitude sur la pertinence de ces moves. Et comme tu disais Hugo, le début de saison est moyen. J'espère que c'est le bon mot, moyen calamiteux avec Udoka. Et comme tu l'as dit également, un redressement aux alentours de fin décembre dans ces eaux-là, pour que c'est en sorte que cette équipe se transforme en très très bonne équipe. Et le deuxième move le plus impactant pour moi de cette période-là, de cette année-là, de la part de Brad Stevens, c'est d'aller chercher Derrick White. Et je vais me tourner vers Hugo parce que moi je me rappelle le trade de Derrick White, c'est peut-être une des premières interactions qu'on a avec Hugo, en tout cas c'est sûr. Il y avait peut-être Pierre, il y avait peut-être Titouan sur un Space Twitter, où je me rappelle que toi t'étais pas emballé. C'est pas que t'étais pas emballé par le joueur, t'étais pas emballé à cause de la contrepartie, notamment des pics et du swap. Et voilà, puis on n'avait pas le Derrick White qu'on a maintenant, mais il va s'avérer que ce move va être assez déterminant. Est-ce que tu te rappelles de ta pensée exacte, que j'espère que j'ai pas travesti, de ce trade? Bah, déjà, je tiens à dire qu'avec Elias, t'as, je pense, les 2 personnes qui étaient les moins hypées par le move à l'époque. Hein. Donc, alors moi, à l'époque déjà, on va dire que c'est l'époque où un certain Romeo Langford aussi commence à petit pointer le bout de son nez dans la rotation. Et je me suis dit, en fait, Romeo Langford commence à être plutôt bon, alors surtout défensivement. Offensivement, ça reste un sacré trou noir quand même. Il faut le reconnaître. Mais ouais, moi, ça me paraissait vraiment cher pour le joueur qu'était Derrick White à l'époque. Hein, tu fais bien de me rappeler, parce que le Derrick White de San Antonio, c'est pas le Derrick White qu'on a aujourd'hui, qui est un joueur qui a le niveau All-Star, hein, qui serait All-Star dans beaucoup d'équipes NBA, mais comme on peut pas mettre 10 All-Star de Boston, il sera pas All-Star. Mais voilà, bref. Mais voilà, pour le Derrick White de l'époque, qui était, je trouve pas pour le coup un catch and shooter, pas non plus qui était un bon playmaker, mais oui, qui était un bon playmaker. Ça on peut pas lui enlever. Mais je m'interrogeais globalement sur la pertinence d'un combo Smart White. Et d'ailleurs, l'histoire nous a montré que globalement la cohabitation pouvait fonctionner, mais que ça marchait encore mieux avec un seul des deux. Donc voilà, en fait, moi je m'interrogeais sur tout ça, et en effet, sur les pics. Donc le pic 2024 à la limite, bon, pourquoi pas. Je dis 2024, mais c'est pas 2024, c'est 2022, je crois. Le pic 2022, on s'en fiche un peu. Ça a donné Blake Wesley dans mon souvenir. Bon, Oui. c'est un joueur que j'aimais bien à la fac, mais qui donne absolument rien en NBA. Mais c'est surtout moi le swap 2028 qui m'embêtait, parce que globalement ça me fait toujours beaucoup, excusez-moi de le dire, mais un peu chier je vais pas dire hypothéquer parce que c'est un swap, donc quoi qu'il arrive on récupère aussi un premier tour, mais de conditionner un deal comme ça qui est vraiment centré sur le présent, même si Derrick White à l'époque a encore 3 ans de contrat si je dis pas de bêtises, et en plus 3 ans de contrat sur un contrat plutôt cheap, enfin pas cheap, mais un contrat on va dire correct / bon marché, correct pour le joueur qu'il était à l'époque, très bon marché pour le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc je me dis oui, ok, je comprends le move, mais ça me paraissait à l'époque cher payé. Je le dis, hein, j'ai pris comme on dit, j'ai pris ma L, hein, j'ai pris ma loose, hein, voilà,
je suis très content de l'avoir pris d'ailleurs, mais à l'époque pas vraiment hypé. Je pouvais comprendre le move parce que c'était un joueur qui complétait bien ce qu'on avait. Maintenant, ouais, ça me paraissait vraiment très très cher payé quand même. Et Elias, c'est le départ de Roméo qui t'a fait du mal, j'imagine. Ouais, bah en vrai pour la blague c'était Roméo, mais c'est vrai que moi c'était aussi la perspective du swap en 2028 qui me paraissait un peu délirante, comme ça me paraissait un peu inhabituel comme demande de la part des Spurs. Enfin, ça me paraissait un peu bizarre, un peu inquiétant en fait. Pourquoi ils demandent ça? Pourquoi ça suffit pas le first round et Richardson et Langford? Après, on avait vu juste avec Hugo. Maintenant, il y en a un qui est champion NBA, il y en a un qui joue au BCM à Dunkerque. Voilà, un Gravelines Dunkerque. Écoutez, chacun sa carrière. Non, mais sérieusement, oui. Enfin, Derrick White, comme l'a dit Hugo, c'était pas vraiment de tir extérieur, pas très bien à l'époque, donc c'était un peu inquiétant. Après, ils l'ont très bien développé, donc franchement, il faut respecter la vision. Et il y avait aussi une vision de flexibilité sur le futur, qu'il avait déjà commencé avec des extensions. Il avait étendu Josh Richardson dès qu'il l'avait tradé pour lui. Il avait étendu Rob Williams, c'était même. Et donc, il voulait des gens sur des contrats un peu longs, avec qui il pouvait construire une identité du futur. Et ça a très bien marché, donc c'est à partir de là, je pense qu'on s'est dit, bon, faut peut-être lui faire confiance en fait. Et t'as tout à fait raison, parce qu'en fait, dès son arrivée, Derrick White, ce qui est sûr, c'est bien pour ça que Steven c'est à son poste et que nous on fait des podcasts, c'est qu'on se rend compte directement que Derrick White il apporte énormément de liens dans cette équipe. Tu sais que c'est pas un bouffeur de ballon qui va apporter directement ce rôle de connecteur qu'on connaissait pas vraiment, en tout cas qu'on nommait pas comme ça à l'époque. Effectivement, il a pas encore son tir extérieur. Effectivement, les playoffs qu'il fait, qui nous amènent au final 2022, sont pas exceptionnels, notamment sur son tir. Mais par contre, tout le reste, on avait construit une identité défensive quasi historique. On n'avait que des excellents défenseurs à un point assez exceptionnel. Donc c'est vrai qu'il a coché énormément de cases d'entrée de jeu et il restait plus que la case du shoot. Les 2 années qui ont suivi, il a coché ça pleinement puisqu'il est devenu un des meilleurs shooters de la NBA maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que la vision Stevens, dès qu'on a vu White après sur le terrain, voir comment il cochait plein de cases, quand il a dit dans sa première interview post-nomination GM que lui c'était le mieux placé pour savoir ce qu'il fallait pour Jason et Jalen, mais l'exemple d'Eric White mais c'est évident quand tu relis les deux cette phrase là et Derrick White, ces deux ailiers là ont besoin de ce type de joueur pour performer, et on va voir sur d'autres moves plus tard qu'il a ramené encore des joueurs de ce type là, et je pense que c'était vraiment un a posteriori un coup de génie, et c'est bien parce que du coup c'est tous ces premiers moves de GM, ils n'étaient pas si évidents que ça. Et c'est intéressant parce que oui, forcément, lâcher 15 pics pour aller chercher une méga star, je pense que beaucoup de GM peuvent le faire, mais on va constater qu'à chaque fois il s'est jamais dépouillé complètement, et ça ça tient au génial. Le 9e point qu'on voulait aborder, c'est à l'été 2022, donc on est à sa 2e intersaison en tant que general manager. Ils sortent des finales NBA et on a un trade qui sort de nulle part. Elias, je te laisse nous le donner. Le 1er juillet 2022, l'arrivée de McCall Brogdon, vas-y. Ouais, bah alors je me souviens exactement où j'étais à ce moment-là. Enfin, j'y croyais pas en fait, tout simplement. C'était donc Daniel Tice, Aaron Nesmith, Nick Stauskas et Malik Fitz, peut-être même quelqu'un d'autre, Juwan Morgan. Et le pick 2023, donc 5 ou 6 joueurs pour Malcolm Brogdon, qui était donc à Indiana à l'époque, qui finissait sa 2e saison à Indiana. Et Malcolm Brogdon à l'époque, c'était quelqu'un quoi. C'était vraiment, on se souvenait de ces saisons à Milwaukee où c'était un peu la révélation rookie, pick dans les 30 je crois, où vraiment c'était un joueur explosif, un joueur qui est un peu polyvalent, qui défendait bien, qui était très bon offensivement, très bon complément de numéro 1 ou du numéro 2, donc il pouvait vraiment être très utile. Et c'est vrai que c'est venu de nulle part, hein. On n'a plus trop l'habitude d'avoir des moves comme ça sans rumeur au préalable, mais là effectivement c'est arrivé comme ça d'un coup. Donc sur le coup assez très hypé. Je me souviens de ma réaction, j'étais assez j'y croyais pas, et un peu triste quand même de perdre Daniel Tice, parce que c'est quand même Daniel Tice, une sacrée histoire avec lui, le petit gars qu'on a ramené d'Allemagne, qui paye pas de mine, qui se faisait casser la gueule par tout le monde et disrespect par les arbitres
on l'envoie à Indiana, donc voilà, mais c'était le move qui confirme encore une fois qu'il avait une vision, quoi. Il avait un type de joueur qu'il voulait, c'est-à-dire des gens qui peuvent passer, dribbler, pénétrer et faire des passes et tirer à 3 points, quoi. Et défendre. Ouais, exactement. En théorie, quand même. Et pour l'avis quasi unanime, c'est un braquage. C'est-à-dire clairement, au sortir de ce trade, tout le monde dit, mais si on avait su que c'était ce prix-là pour Brogdon, on y allait tous les jours. Parce que globalement, Nesmith est devenu un très bon joueur, mais c'était encore un produit très brut. Et c'est pas du fait entièrement du fait de Brad Stevens, mais on attaque la saison 2022-2023 et tu vas me dire ce que t'en penses, Hugo, avec comme roster Smart, White, Brown, Tatum, Horford, Brogdon, Pritchard, Hauser, Grant Williams, Rob Williams, Gallinari et Blake Griffin. Gallinari jouera jamais avec nous à cause d'une blessure, mais ce roster qu'il avait construit, il est rare. Et alors voilà, tout n'est pas de son fait, mais entre les trades pour White et là pour Brogdon, donc il avait en free agent, il avait été récupéré Gallinari. On est sur un roster de grands malades, Hugo, dis-moi. Alors c'était très solide. Il y avait toujours cette grande question, on va dire, du secteur intérieur, évidemment. Je me souviens quand on avait fait des podcasts, etc., on se posait la question de savoir si ce serait suffisant, etc. Au final, Grant Williams, qui avait fait une moins bonne saison. Alors, est-ce que c'est la saison d'avant ou celle encore avant, je sais plus, mais Grant Williams s'était imposé comme un top joueur NBA, donc voilà, ça fonctionnait bien, ça a globalement tenu. Maintenant, en fait, alors dit comme ça, peut-être pas, mais en fait la grosse quand même incertitude, et vis-à-vis de Malcolm Brogdon aussi, je pense que c'est pour ça qu'Indiana l'a lâché. Alors, t'as parlé de braquage, etc. Je pense qu'à l'époque, beaucoup aussi disaient que c'était un trade win-win entre finalement les ambitions enfin ça arrangeait tout le monde globalement. Indiana, ça arrangeait Indiana parce qu'il récupérait Nesmith et un pic, donc globalement c'était plutôt une bonne contrepartie pour un joueur qui n'avait plus rien à faire vraiment dans Indiana. Et ça faisait de la place pour Haliburton aussi, t'as complètement aussi, ouais. Et pour nous en fait ça nous mettait un joueur, on va dire, dans la force de l'âge, qui allait nous aider à plus ou moins aller à nos objectifs. Maintenant le problème globalement, cette équipe-là, de ce roster-là dont tu as parlé, ça a été la santé en fait. Le souci c'est que on a eu beaucoup de joueurs avec des soucis de santé. On parlait de Brogdon qui a été blessé. Il y avait encore Rob Williams aussi dans l'équipe. Donc voilà, on connaît le spécimen, hein, trop fort mais souvent blessé. Donc ça a été aussi la contrepartie de ce roster. On a accepté de dire qu'on avait un roster très très fort, mais aussi avec un gros point d'interrogation qui était les blessures. Malheureusement, j'ai envie de dire, la pièce n'est pas tombée, hein, du bon côté. Pour faire une comparaison cinématographique, c'est un peu la scène de fin du film Matchpoint. Lui, voilà, je vais pas spoiler le film, mais il y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont pas de chance. Nous, on n'a pas de chance, donc on n'a pas eu de chance en tout cas. Donc malheureusement, ça s'est pas tombé du bon côté. Et heureusement, on va dire, Stevens, on en parlera juste après, a encore trouvé le moyen d'agrandir la fenêtre de possibilités de titre. Donc bravo à lui. Et c'est là où on a vu sur ces 2 étés-là quel GM il était en fait. Oui, juste parce que je viens de me rendre compte qu'on a un peu on est passé outre les finales NBA, il y a eu 2 cas qui partent pour des raisons extrasportives. C'était quand même aussi un moment où on était un peu pas sûr de ce qu'allait se passer entre il y a eu 2 cas qui se fait virer pour des comportements extra-sportifs, on va dire ça comme ça, on connaît toute l'histoire. Et donc nouveau coach, Joe Mazzulla, qu'est-ce qu'il fait là, d'où il sort, il y a que Hugo qui était content. Donc c'était quand même un moment un peu bizarre pour les fans des Celtics, enfin c'était ça faisait un peu peur, et avec ce roster là, il a quand même réussi à nous rassurer dès le début. On a fait un bon début de saison. On a quand même fait une saison dans sa globalité plutôt correcte. Effectivement, on a pas eu de chance sur les blessures, mais en théorie, on va dire Brogdon c'était super. En pratique, on était quand même tous on avait tous un peu marre de Brogdon sur la fin. Donc tu vas le dire. C'est pour ça que je me suis permis de l'introduire, mais il a fait encore mieux juste après, quoi.
Et t'as complètement raison de le dire parce que le choix de Joe Mazzulla c'est pas une évidence. C'est-à-dire qu'en fait il aurait pu prendre le entre guillemets l'assistant qui venait juste derrière. Alors il y avait Will Hardy qui était déjà parti, il y avait l'autre assistant qui est parti coacher à la fac dont je n'ai plus le nom. Stoudemire. Stoudemire, exactement. C'était déjà parti, je crois aussi. Voilà, exactement. Il y avait Ben Sullivan, du coup. Ben Sullivan, ouais. Exactement. Mais du coup, on se retrouve quand même avec un Joe Mazzulla promu, alors qu'il était peut-être 4e dans la hiérarchie. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, c'est un autre choix fort qui finalement dès le début de saison s'avère positif. Donc voilà, oui, t'as complètement raison. Il fallait pas qu'on l'oublie parce que dans les choix de l'été et dans les situations délicates à gérer, ça a été, je pense qu'en plus ça a été plutôt pas trop mal géré médiatiquement. Avec une espèce de fermeté et de suspension pour la saison complète, on nomme un nouveau coach intérimaire qui finalement sera promu coach permanent au bout de 2-3 mois. Je trouvais ça plutôt effectivement très bien et t'as bien fait de le rajouter. Dernier arc, pour parachever, on pourrait dire presque pas le chef-d'œuvre de sa carrière de GM pour l'instant, mais quand même pas loin. Qui veut se lancer sur l'été 2023? On va déjà commencer par le gros move parce que Elias l'a très bien teasé, mais le gros move c'est alors je me souviens pour le coup ça s'est passé en plein milieu de la nuit. Ça se passait en plein milieu de la nuit au beau milieu de l'été. On s'est tous réveillés. Alors bon, on avait été en fait globalement spoilé avant en fin d'après-midi, début de soirée, on avait vu un premier move. Donc Kristaps Porzingis qui arrivait à Boston en échange globalement de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, c'était on va dire la structure de base du deal. Donc tout le monde est plutôt content parce que Elias l'avait dit, on commençait Elias le premier d'ailleurs commençait à en avoir marre de Malcolm Brogdon, hein, s'en cachait pas et c'était un peu l'avis de toute la fanbase, on va pas se le cacher. Brogdon en playoff c'était compliqué à voir. Gallinari, bon j'étais peut-être le seul déçu. On connaît mon amour pour les talons italiens, donc voilà, assez déçu de mon côté, mais bon pour la fanbase c'était pas non plus une super grande perte parce qu'on l'avait jamais vu avec le maillot des Celtics si ce n'est sur une photo quand il était adolescent. Et donc arrivée de Kristaps Porzingis qui sortait peut-être de sa meilleure saison en NBA à Washington dans une équipe, on va pas se le cacher, que personne ne regardait, ou très peu. Elias, je sais qu'il regardait pour les maillots roses et le flow de Kyle Kuzma, mais peu de monde regardait pour du basket en tout cas. Mais donc voilà, Porzingis qui arrive. Donc globalement, la fanbase plutôt hypée pour le package dont on vient de parler. Mais au milieu de la nuit, le deal tombe à l'eau parce que pour problème de visite médicale. En gros, problème. Les Clippers sont inquiets. Voilà. Les Clippers sont inquiets par le coude, il me semble, de Malcolm Brogdon. En même temps, il suffisait de regarder les matchs pour être inquiet. Les gars, on l'avait vu, tout le monde le voyait. Mais bref. Donc les Clippers sont inquiets et les Clippers se retirent du deal. Donc globalement, la situation est la suivante. Kristaps Porzingis n'a plus que globalement quelques heures pour activer ou non son option, sa player option, et donc prolonger à Washington en étant sûr et certain des deals, hein, parce que c'est la contrepartie pour, en gros, il accepte de prolonger à Washington si il y a deal derrière. Donc Brad Stevens est obligé de dégainer sa carte secrète et il crucifie, on va dire, le dernier, le premier joueur qu'il a vu en tant que coach, hein, le plus ancien Celtic d'alors, Marcus Smart, contre donc plusieurs choix de draft, donc 2 premiers choix de draft de mémoire, dont un qui sera bazardé contre plusieurs second tours, on va refaire un petit peu le stock, et donc Kristaps Porzingis qui arrive à Boston. Et si au départ beaucoup ont été sceptiques, notamment du trade de Smart, pas tous, mais certains. À la fin, c'est, je pense, en tant que GM, sa plus grande masterclass. Parce que vraiment, c'est le deal potentiellement où il y a eu moi je trouve la meilleure contrepartie parce que honnêtement, récupérer 2 premiers choix de draft pour Marcus Smart, je trouve ça exceptionnel. Surtout à une période où on avait vu à la précédente deadline le pic de draft, il y a une forte déflation, on va dire, de la valeur du premier pic de draft, du premier tour, pardon, de draft.
très peu d'équipes, enfin les équipes globalement qui étaient enclines à échanger ce tour de draft, c'était pour attirer des joueurs premium. Je pense pas personnellement, et c'est mon avis personnel, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, Azad par exemple qu'on embrasse sera pas d'accord. Personnellement, je ne vois pas Marcus Smart comme un joueur premium, et donc je trouve que récupérer deux premiers tours de draft contre lui, c'est un exploit, mais en plus récupérer le meilleur joueur du deal, pour moi c'est la plus grande masterclass de Brad Stevens à l'heure actuelle, et ce deal nous a clairement ouvert enfin, nous a mis, tu parlais d'arc tout à l'heure, mais nous a mis dans un arc victorieux assez incroyable. Et vraiment, ce deal est une masterclass. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment mon deal préféré en tant que GM de Brad Stevens. Là où je critiquais le deal de Derek White, bah celui-là, c'est l'exact opposé pour moi. Tout est parfait en fait. T'es peut-être en train de me convaincre, notamment à cause des pics et que Porzingis, s'il est en santé, c'est pas du tout la même catégorie de joueur que Marcus Smart. Elias, toi t'es d'accord parce que tu vas nous parler du trade d'après, donc peut-être que c'est celui-là ton préféré, Ouais, je sais rien. mon préféré, oui, c'est clairement celui-là. Je pense que en théorie pure, mon préféré, c'est le Josh Richardson, parce que quand on connaît l'histoire de toutes les TPE que ça a créé, tout ce que ça a permis, en théorie pure, de gros geeks des maths, c'est drôle de savoir tout ce que ça a permis. Mais bref, oui, le deal pour Porzingis, c'est sûr on s'est fait un peu sauver par cette espèce de bizarrerie médicale des Clippers. Au final, les Wizards étaient vraiment désespérés, ils voulaient absolument trade de Porzingis. Je pense qu'ils voulaient un peu lui faire une faveur, quoi, lui permettre d'aller rejoindre une bonne équipe. Ils s'en foutaient de l'envoyer à l'Est dans une bonne équipe parce qu'ils jouent rien concrètement, ils joueront rien pendant 3-4 ans encore, ils ont des bons joueurs, donc Je m'attendais à ce que tu dises 10 ans, quoi. Non, j'ai failli dire, et puis après je me suis rappelé que j'ai vu pas mal de matchs des Wizards cette saison, et en fait j'aime bien l'équipe, donc je vais me permettre de dire ça, mais bref. Et oui, on a aussi profité des Grizzlies qui voulaient se débarrasser de Tyus Jones, pourquoi je sais pas, mais ils voulaient s'en débarrasser, je pense que fin de contrat, et bref. Et donc on a fait, c'est effectivement une masterclass, comme disent les jeunes. Et mais c'est sûr que l'équipe paraissait quand même un peu incomplète, parce qu'on se sépare de Marcus Smart pour récupérer Porzingis, et donc on avait un peu un déséquilibre. On avait Brogdon encore là à ce moment-là, et on avait donc perdu Marcus Smart. On se demandait un peu, mais oui, mais du coup, est-ce que ça va vraiment être Malcolm Brogdon notre meneur titulaire? Enfin, on se demandait. Moi, j'avais peur que ce soit Malcolm Brogdon notre meneur titulaire. Et tout ça s'est réglé miraculeusement grâce à la débilité absolue des Milwaukee Bucks, qui ont décidé d'offrir Jrue Holiday aux Blazers en échange de Damian Lillard. Et donc très gentiment, Joe Cronin, le GM des Blazers, nous a envoyé Jrue Holiday contre Malcolm Brogdon, Robert Williams et 2 first round picks, celui de 2024 des Warriors et le nôtre en 2029. Donc voilà, là c'était à ce moment-là on avait vraiment l'équipe parfaite au complet, parce qu'il y avait quand même une petite peur, une petite crainte sur est-ce que ça va suffire à la main Malcolm Brogdon, Peyton Pritchard, Derek White. Et là l'équipe, on l'a bien vu, on a gagné le titre, hein. Spoiler, attention, désolé, mais voilà, c'était parfait. Exactement. Ben, effectivement, le titre valide tout. Alors le titre rend très intelligent tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que Brad Stevens, il a prouvé là sur ses 2-3 années en tant que GM qu'il dégainait vite. J'allais dire vite et bien. Oui, parce que ça attend jamais. On avait reproché pendant des années à Danny Ainge de s'asseoir sur ses pics, d'être un peu trop conservateur. Brad Stevens, il a réussi à construire des rosters hyper compétitifs à chaque fois, sans se déplumer en assets. Tu l'as dit, il nous manque notre premier tour 2029, sinon on est titulaire entre guillemets de tous nos first round picks, sauf en 2028, on en avait parlé, où c'est un swap, mais on aura un premier tour de draft à drafter ou à trader le soir de la draft éventuellement. Donc il a créé cette superbe équipe sans faire un vrai all-in pour l'instant, donc c'est quand même du grand art. On a fait un énorme tour sur Brad Stevens. Hugo, qu'est-ce que tu peux me dire de plus qu'on n'a pas déjà dit? Alors, moi, je me permets juste, je suis obligé, voilà, une petite analogie avec d'ailleurs un ami de Brad Stevens, une analogie NFL. Brad Stevens est beaucoup venu, notamment à Foxborough, pour parler avec Bill Belichick, etc. Emblématique coach des Patriots. Et en fait, en tant que GM, parce que Belichick était aussi le GM des Patriots qui ont gagné 6 Super Bowls
sur 15 ans, etc. En tant que GM, en fait, il copie plus ou moins, enfin, je vais pas dire qu'il copie, mais il y a une grosse inspiration, j'ai l'impression, de Belichick, et à chaque fois, ça me tilte parce que, en fait, Brad Stevens je suis désolé, je vais devoir name drop quelqu'un. Bon, la mode en NBA, en tout cas ces dernières années, avant que les Celtics commencent à monter cette fabuleuse équipe, il y a eu une mode qui était d'assembler beaucoup de superstars. Ok, on a vu avec Daryl Morey notamment quand il était à Houston, Daryl Morey quand il est arrivé à Philadelphie, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assemblé les superstars. Brooklyn, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assemblé les superstars. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était plus efficace d'avoir des role players et une équipe complète, ça marchait mieux. Et Stevens l'avait très bien compris, c'est-à-dire que quand Brooklyn cherchait encore, ou Philadelphie cherchait encore même, Elias parlait de la débilité de Milwaukee Bucks, enfin, c'est ça en fait. Les Milwaukee Bucks, plutôt que de créer des role players, ils ont cherché à entourer Giannis avec Damian Lillard. Et ben Stevens, quand tout le monde faisait le zig, lui il a compris qu'il fallait zag. Et il a refait un roster avec beaucoup de role-players, avec des joueurs interchangeables, etc. Et surtout en prolongeant, en arrivant à créer des role-players. J'en parlais sur un tweet il y a quelques jours en parlant de Milwaukee justement. Le problème de Milwaukee aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer des role-players. Ils ont deux joueurs formidables. Ils ont un 5 qui est, on va dire, correct. Balcochen est correct. Mais derrière leur banc, c'est les abysses de l'NBA. C'est une expérience sociale à ciel ouvert, quoi. C'est le cirque Pinder, le cirque du soleil, c'est tout ce que vous voulez. C'est juste pas une équipe de basket. Et donc là où Stevens était très fort aussi, c'est qu'il a créé ses role-players, des Sam Hauser. Alors il n'a pas créé toutes pièces évidemment, mais des Sam Hauser, on a mis au laboratoire, on a pris en tout et contract, on a prolongé, on a vu que potentiellement c'était un bon Pokémon à faire évoluer et on a prolongé sur un contrat très cheap. Même méthode avec Nimias Queta qui commence à performer cette saison. On l'a prolongé sur 3 ans, contrat cheap. Peyton Pritchard, bon lui, on l'a payé un peu plus cher, mais contrat très cheap par rapport au joueur qu'il est. Ça, c'est aussi la marque des grands GM, c'est de savoir créer ses role-players et surtout anticiper et les payer pas trop cher quand le monde ne les connaît pas encore. Là, je regardais par exemple un match sur une chaîne française, ils connaissaient pas les trois quarts des role-players de Boston, et ben Brad Stevens, lui, les connaît et les paie quand personne ne les connaît. Donc justement, ça permet d'avoir un tarif très avantageux et ça nous permet aujourd'hui d'avoir le roster aussi fort le roster qui nous a permis de gagner le titre, c'est un roster très très fort. Celui de cette année a l'air très très fort également. Bah ça, c'est aussi la patte de Brad Stevens, c'est aussi voilà la prime à l'anticipation et c'est ça qui fait de Brad Stevens un très grand GM. Et je suis complètement d'accord. Et en fait, je pense que ça s'appelle juste bien travailler. Et on va pas dire qu'on est les seuls à bien travailler, parce que ça travaille bien dans plein de front office, notamment sur cette création. Je suis complètement d'accord de role player et qui vont avec ce système de salary cap où tu peux pas dépenser sans compter. Tous ces joueurs qui arrivent à produire plus que leur contrat, c'est ce que tu vas rechercher au final. C'est une rareté et d'être capable de les trouver, de les développer. Elias tout à l'heure, il parlait de Daniel Theis. On a tous adoré Daniel Theis parce qu'il est arrivé de nulle part et c'est un mec qui a produit du temps qu'il a été chez nous et qui continue de produire et qui a une très jolie carrière NBA, souvent sur des tout petits contrats. Ça s'appelle, voilà, je pense bien travailler. Je pense que Brad Stevens est vraiment dans ce mood-là. T'as parlé, il y a des mots en tant que GM qui sont importants, anticipation, je pense intelligence, connaissance du terrain, le fait d'être entouré de Mike Zarren, une connaissance très fine des règles du CBA et de ce qu'il peut faire ou pas faire. Voilà. Moi je voulais, et après je te laisserai le mot de la fin Elias, dire que Stevens, il fait vraiment partie, je pense, de notre génération de fans des Celtics. C'est vraiment un peu la tête d'affiche de ce projet. Pour moi, le titre de l'année dernière, c'est vraiment le titre de l'ère Brad Stevens dans son ensemble. On pourrait parler de Tatum et Brown, mais vraiment du début depuis le trade des Nets, de Pierce et Garnett des Nets, à ce titre-là, c'est l'ère Brad Stevens. Donc vraiment, c'est un personnage hyper important. Il est relativement lisse, mais moi, je l'aime beaucoup dans ce côté physique de monsieur tout le monde, toujours très souriant. Je pense que c'est pas le plus grand communicant ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est un mec très sain qui fait très normal dans cette NBA des superstars.
et des millions de dollars qui tombent. J'aime beaucoup le personnage, presque un peu décalé dans sa façon d'être et que ce soit physique ou de se comporter. Et je trouve que c'est un mec hyper sain et ça me fait plaisir de l'avoir à la tête et au cœur de la machine de cette franchise. Je trouve qu'il représente bien la franchise et je pense que il y a beaucoup de fanbase qui rêveraient d'avoir un Brad Stevens dans les bureaux, dans les couloirs. Elias, est-ce que tu veux nous dire un mot de la fin, clamer ton amour pour cet homme? C'était déjà été fait d'une manière si magnifique, je vais pas faire d'envolée lyrique comme toi, mais non, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, il fait partie pour nous. On a commencé à regarder les Celtics. Il était déjà là, il est toujours là. Il a changé de rôle, mais il est toujours présent. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une grosse place dans l'équipe et dans sa construction. Donc bien content d'avoir pu en parler. Je pense qu'il y aurait plein de choses à dire. On est obligé de faire des choix, de pas tout dire parce que ce serait interminable. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis bien content qu'il soit là et je pense que allez, petit pari, moi je pense qu'il va retourner coacher un moment. Ça m'étonnerait pas qu'on le perde dans quelques années, mais je pense qu'il l'aura mérité et je pense que si on a Mike Zaren, je pense que tout va bien. On fera un épisode sur Mike Zaren dans 15 ans. Hugo, Elias, je vous remercie. On va mettre fin à ce podcast qui était assez long, mais qu'on a adoré faire pour parler de Brad Stevens. On va se retrouver, je pense, sur le trèfle dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On sera peut-être au quart de la saison. Ça sera bien de faire un gros point sur cette saison régulière. Je vous remercie à tous les deux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut, merci. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout.